Il y a un aspect qui me... Alors, mea culpa, hein, il faut que je te dise la vérité, Luigi. Pendant un moment, tu m'as bien énervé quand même. Mais c'était pas... J'ai fait mon boulot, là. Voilà, c'est bon, c'est que tu as bien fait ton taf. Mais c'était plutôt dans le sens où il est arrivé que tu constates que certaines choses n'étaient pas, comment dire, ne se faisaient pas ou qu'elles auraient pu être faites autrement, on va dire. En fait, plutôt que de s'attarder sur ce qui a été fait, euh, tu mets souvent l'accent sur le qu'est-ce qui te fait réagir, toi. Du coup, ça me poussait à me poser des questions, en fait, hein. Qu'est-ce qui t'a fait réagir? Pourquoi tu l'as pris comme ça? Est-ce que tu pourrais pas l'interpréter autrement? Est-ce que peut-être qu'il n'y avait pas un sentiment différent de ce que tu peux interpréter là maintenant? Et ça, pour l'avoir vécu, hein, donc du coup, je sais de quoi je parle, euh, ça a été la difficulté, justement. Parce que je me considère, bon, après, on sait jamais, mais je me considère comme quelqu'un qui est relativement ouvert et qui est ouvert à l'échange aussi. Mais j'ai constaté par cette démarche-là qu'il y a des points sur lesquels je me laissais pas la possibilité de changer d'avis. C'est-à-dire que j'étais dans un sens de compréhension en me disant, bah voilà, cette personne-là sait très bien que ça se fait pas, donc ça, on ne fait pas. Et si en faisant ça consciemment, elle dépasse les bornes, quoi. Et du coup, en fait, non. Bah, du coup, les questions que tu me posais, c'était est-ce que ça a réellement été fait dans ce sens-là? C'est pas ta manière d'interpréter les choses qui rend cette situation de cette manière-là, et ainsi de suite, quoi. Et là, on voit bien dans l'exemple que tu cites que c'est moins le contenu qui est important Hmm. que la possibilité que la réalité qu'on constate ou sur laquelle on s'écharpe euh, soit uniquement celle-là. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, c'est peut-être pas que ça ce que tu vois. Ce que tu vois, tu le vis complètement et tout, mais peut-être que c'est pas que ça. Mais ça sous-entend pas que j'ai une idée de la solution. C'est-à-dire que je me dis, peut-être que c'est vraiment ça ce qu'il vit, mais peut-être que c'est pas que ça, et je sais pas ce que ça pourrait être d'autre. Et c'est le pouvoir en fait des questions. C'est des techniques de coaching, ça, voilà, qu'on appelle enfin, les questions puissantes. Voilà. Mais tout ça, ça peut pas marcher s'il n'y a pas un environnement favorable à ça, c'est-à-dire une mission en fait de Scrum Master, une légitimité du Scrum Master dans l'équipe et un contrat de confiance globalement entre l'équipe et le Scrum Master. Ça, c'est clair. Si quelqu'un arrive dans l'équipe de but en blanc en posant ce genre de questions, en s'immisçant, voilà, sans cadre de légitimité, sans cadre, sans fonction, sans un minimum d'expertise sur ce genre de technique, eh bien, ça peut faire un gros clash, encore pire que Hmm. celui qui est présent au moment où le Scrum Master qui intervient là comme un coach. Voilà, à ce moment-là, ça peut être pire. Ouais. Ok. Bah, du coup, on arrive à la question suivante. Tu as répondu en partie, mais je la pose quand même. Qu'est-ce qui, selon toi, pourrait faire changer les a priori, tous les a priori dont on vient de parler, en fait? Quelle est la démarche? A priori, je crois que c'est du latin, hein. Ça veut dire avant l'expérience. Bah voilà, pour passer de a priori à posteriori, bah, le truc au milieu, c'est l'expérience. Voilà, donc, pour faire changer un a priori, il faut l'expérience. Faut que a posteriori, on sache. A priori, on croit, l'expérience, on vit, a posteriori, on sait. Donc Donc, faire, faites, et, expérimenter. et c'est difficile. Et c'est difficile de passer d'une croyance à une expérience euh, et de se mettre en mouvement. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, là, qu'on voit beaucoup dans la Silicon Valley, c'est Done is better than perfect. Exact. Voilà. On fait, c'est pas grave si c'est OK, on fait vite, on itère, on fabrique régulièrement, mais surtout on inspecte. C'est-à-dire, OK, là, on a fait ce truc ensemble, on a fait cette expérience. Alors, ça peut être un produit, mais ça peut être aussi une méthode, ça peut être aussi, tiens, comment on gère la doc, tiens, ça peut être aussi sur quel canal on se parle. Ça peut être aussi à quel rythme on se donne rendez-vous avec le management ou je ne sais pas quoi. Et ça peut être aussi, c'est quoi le standard de code qu'on va utiliser? C'est quoi les règles de nommage qu'on va définir? Ben, il y a plein de solutions. Eh bien, l'idée, c'est d'essayer n'importe laquelle
celle qui semble la moins pourrie, qui fasse le moins dissension, qui fasse le meilleur consensus. Et ensuite, on inspecte. Donc, on fait et on regarde ensemble. Mais on décide ensemble et on inspecte ensemble et on ajuste ensemble. Voilà. C'est le plan, do, check, act. C'est ce qu'on appelle la roue de Deming, D-E-M-I-N-G, Deming. C'était un gars, je crois que c'était un ingénieur américain, un grand savant américain en tout cas, qui est allé au Japon après la Seconde Guerre mondiale, pour aider le Japon à se reconstruire. Et c'est au Japon en fait qu'il a élaboré en fait le lean management qui vient de ce concept, le PDCA, Plan, Do, Check, Act. Je planifie, je fais, je check, j'inspecte, je corrige et je replanifie et je fais et j'inspecte et je corrige. Et en fait, ce truc-là, voilà, ce cycle itératif, en fait, Mhm. c'est ça l'atome premier en fait de l'agilité, quoi. Ouais, effectivement, on retrouve un petit peu ces valeurs-là dans l'agilité, Ah oui, oui, oui. C'est en complètement. itère. On fait sur des petits cycles et on inspecte ensemble, on planifie ensemble. Bah, Scrum, le cycle Scrum, des cérémonies Scrum, c'est Plan, Do, Check, Act. Parle-moi de confiance. Comment on construit une relation de confiance avec une équipe? Comment, avec une équipe au sens large? Comme tu aimes bien le dire, quand je dis au sens large, pour ceux qui nous écoutent, c'est plutôt dans le sens, que ce soit les devs, enfin toutes les personnes qui font partie du projet dans son ensemble. Pour moi, ça passe surtout par créer une relation de confiance, c'est beaucoup d'écoute et d'écoute active, dans le sens où je t'écoute, je suis présent quand tu me parles, donc présent à moi-même, présent à l'autre, euh, et je suis capable de te montrer que j'ai compris ce que tu m'as dit. À partir du moment où ce fil-là, il se construit entre des personnes et après au sein de l'équipe et au sein, voilà, que ça devient en fait quelque chose de- d'acquis au niveau individuel, en tout cas dans une interaction ou au niveau d'une équipe, déjà c'est un bon support. Et après, c'est beaucoup plus facile de croire et d'avoir confiance dans ce qu'on voit Mhm. que dans ce qu'on croit. OK? Du coup, faire, encore une fois, c'est un bon support pour construire la confiance. Et en agile, on fait des petits cycles, on construit, on voit que, ben, à quelle vitesse l'équipe va-t-elle produire? Ben, ça, on n'en sait rien, quoi. L'équipe, c'est des nouveaux, ils ne se connaissent pas, ils n'ont jamais bossé ensemble. Le projet, ils ne le connaissent pas. La techno, ils ne la connaissent pas. De toute façon, lui, il la connaît, mais elle ne la connaît pas. Ah, lui, il est anglais, elle est polonaise. Ouah, c'est trop complexe. Donc, comment on fait pour imaginer et donner un chiffrage et dire aux gens, ben voilà, rendez-vous dans 6 mois et vous aurez tel périmètre à tel coût, quoi. C'est juste complètement faux, mais c'est rassurant de se mentir comme ça, en fait. Mhm. Et l'agilité va construire la confiance à partir. Bah, déjà, la présence d'un Scrum Master, ça va venir unir les liens, faire toute la couche des liens dans le mindset, dans l'état d'esprit, etc. Et après, ça va mettre aussi l'équipe en mouvement rapidement sur des petits cycles pour construire cette confiance-là et se dire, bah, tiens, sur la première période, on a produit tant. OK, c'est pas terrible. Mais la deuxième, bah, on a produit tant. OK, mais du coup, on s'est amélioré comme ça. Donc, on voit notre vitesse progresser. La troisième, eh bien, on a produit un peu plus. OK, bah déjà, au bout de 3 cycles, on se dit, bon, ben voilà, on a tout ça à faire, on avance à telle vitesse, et ben on sait qu'on arrivera à peu près par là, quoi. Bizarrement, on ne se trompe pas beaucoup, on se trompe beaucoup moins. Et bizarrement, il y a une meilleure confiance parce que les gens voient le résultat qui a été produit au bout d'un petit cycle. Tandis que, en fait, l'opacité, c'est le contraire de la transparence, hein. Mhm. L'opacité crée de la méfiance. Quand on ne sait pas, quand on a les yeux dans le noir, en fait, enfin, c'est pas compliqué, on se met un bandeau sur les yeux, on avance, on s'accroche de partout à tout ce qu'on peut, quoi. Voilà. Et l'idée, c'est de rendre visibles les choses, d'assumer les erreurs, de créer un environnement dans lequel le droit à l'erreur est un prérequis, ok, et est
un pilier, en fait. On a le droit de se tromper. Et tant mieux si on se trompe, parce que quand on se trompe, on apprend. On ne peut pas se tromper de toute façon. Soit on échoue, soit on se trompe. Non, soit on réussit, soit on apprend. C'est ça le truc. Voilà. Soit on réussit, soit on apprend. Voilà. Donc il n'y a pas d'échec. L'échec, ça n'existe pas. C'est soit on réussit, soit on apprend. Et droit à l'erreur. Donc c'est pas facile à installer cet état d'esprit-là du droit à l'erreur. Trompez-vous et apprenons ensemble et vite. Euh, Transparence. OK, bah, finalement, on a bossé 2 semaines, mais on n'a rien à montrer. OK, mais c'est déjà montrer quelque chose que de dire qu'on n'a rien à montrer. Euh, et faire régulièrement. Voilà. Et à partir de là, la confiance se crée. Et bizarrement, c'est beaucoup plus simple de travailler en confiance que, avec quelqu'un qui demande des comptes tout le temps, qui se méfie, qui a peur, qui s'accroche de partout. Bizarrement, on va moins vite les yeux fermés que les yeux ouverts, quoi. Sans transparence, il ne peut pas y avoir de confiance, quoi. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai, alors, pour partager encore un peu de mon expérience, avec toi d'ailleurs, parce que ça a été le cas. Euh, c'est vraiment ce côté de transparence qui m'a permis aussi de changer un petit peu ma vision des choses. Ça m'intéresserait que tu décrives ce qui était opaque et qui est devenu transparent, Ah, alors, il y a tellement de sujets. par exemple. Disons D'un point de que vue d'après, je trouve ça vachement intéressant. ah, bah, c'est une super question et je te remercie de me la poser. En Donne-moi fait, l'interview, alors. Donne-moi le casque. voilà. Ok, c'est reparti. C'est à ton tour d'interviewer. Alors, aujourd'hui, on se retrouve avec Dave Adventure. C'est Luigi qui l'interviewe. Du coup, plus sérieusement, en fait, ce qui était opaque et qui me posait pas nécessairement de problème à l'époque, c'était de se dire, ben, on n'avait pas de vision sur on avait une pseudo-vision sur ce qu'on était censé réaliser à moyen terme, mais que à plus ou moins long terme, on n'avait pas de vision. C'était pas clair en fait. C'est qu'on se doutait à peu près de où est-ce qu'on allait. On essayait de dépatouiller ça dans notre esprit. Puis en même temps, quand on développe certaines choses, on se dit, bon, là on fait ça, là ils ont fait appel à tel pour faire ça, et ainsi de suite. Donc du coup, ça reste des suppositions. Et t'es arrivé avec avec ta petite baguette magique là, ça commencé à taper sur tout le monde avec. Mais derrière, en fait, ce que j'aime bien te taquiner. Mais du coup, ce que tu as surtout fait, c'est que tu as mis en évidence certaines choses et tu as mis en évidence le fait qu'on avait besoin de savoir, quoi. Que c'était normal qu'on puisse savoir où est-ce qu'on allait, qu'est-ce qu'on allait faire, et ainsi de suite. Et ça a mené à ce que les PO et les chefs de projet et tout ça euh, prennent justement le temps de nous préparer un détail et une réunion spécifique pour la suite qui nous explique, qu'on puisse poser nos questions, éclaircir certaines choses et ça Mm. nous a aussi permis à un moment donné, même ça allait au-delà de la compréhension, de se dire, ben, mais attendez, puisqu'il y a ça en tel mois, faudrait penser aussi à faire ça parce que sinon, et ainsi de suite. Et du coup, ça nous a amené à participer justement au cycle de vie du projet, quoi. Mm. Je sais pas si j'ai bien répondu, mais c'est... C'est ta réponse. Mais l'idée, ouais, c'est de raccourcir les chemins entre les gens qui font et les gens qui savent quel produit faire. Ouais. Voilà. Parce que tout le monde est très intelligent et les gens qui sont chargés de faire le bon produit Mhm. ont peut-être des expériences dans la fabrication du produit. Et les gens qui font un produit, ils ont peut-être aussi une expérience sur l'utilisation de ce produit. Et est-ce que ça va être un bon produit? Voilà. Et il y a de la richesse de partout. Et si on est en silo et que chacun est dans son silo, et qu'il n'y a pas de communication, ben, finalement, on se retrouve à faire le mauvais produit avec la mauvaise qualité. Ou on peut faire un très très bon produit, mais qui n'est pas du tout adéquat au marché. Aussi. Euh, alors que là, l'idée, c'est de se dire, bon, ben voilà, peut-être, c'est quoi la valeur du produit qu'on doit chercher à fabriquer. Et tous les avis, on réfléchit mieux à plusieurs. On prend moins de risques quand on réfléchit à plusieurs Mhm. que quand on est tout seul à porter une conception, quoi. Typiquement, dans les stratégies je donnais des cours sur la gestion de risque dans une fac. Et finalement, un des moyens les plus simples et les plus basiques pour réduire un risque, c'est de mettre de l'intelligence collective dessus et de le partager, en fait, de l'annoncer.
si à un moment on s'aperçoit qu'il y a une personne qui porte en fait une conception ou une réalisation, etc., c'est extrêmement risqué. Si la Mhm. personne se trompe, ben voilà, ça peut être fatal. Comment faire pour moins se planter? C'est déjà partager, réfléchir à plusieurs dessus. Il y a un atelier de facilitation qui est génial pour ça, c'est les chapeaux de Bono, les 6 chapeaux de Bono. Donc c'est chapeau vert, bleu, rouge, noir, il doit en manquer un, vert, enfin voilà, bleu. Bref, il y a 6 chapeaux, c'est 6 modes de pensée. Et en fait, on s'aperçoit que il y a plein de gens on a tous différents modes de pensée, mais on a tous un profil plus ou moins dominant. Moi, je vais être plutôt un vert et bleu. Donc vert, c'est super optimiste et organisateur. Il y en a qui vont être noirs et j'ai le rouge aussi, émotion. Et il y en a d'autres qui vont être noirs, donc pessimistes, et bleu, organisation, typiquement. Mais on est tous plus ou moins couverts de ces 6 chapeaux. Et l'idée, c'est de prendre un mode de pensée tour à tour, tous Mhm. ensemble, et de se dire, bon, OK, on va tous mettre le chapeau noir. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire, en fait, dans ce projet, dans ce truc-là, etc. Et que les gens, même ceux qui ne sont pas habitués à fonctionner en chapeau noir, eh ben, font un effort et généralement trouvent des choses super intéressantes. Et ça légitime aussi la personne dans son mode de pensée, parce que le chapeau noir, dans son côté hyper pessimiste, va soulever plein de risques, plein de détails, en fait, que les optimistes ou les émotifs ne vont pas forcément trouver. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde, c'est hyper inclusif et qu'il y a de la richesse vraiment de partout. Et limiter le risque, c'est super intéressant. Mais je pense qu'on déraille complètement par rapport Oh, à ta pas du tout, question. pas du tout, non, non. Au contraire, je trouve ça très intéressant et c'est pour ça que je te coupe pas. C'est que c'est enrichissant en fait de se poser ces questions-là. Moi j'ai apprécié faire cet exercice-là parce que ça m'a permis non seulement moi d'essayer d'explorer des chapeaux que que j'avais pas nécessairement l'habitude d'explorer, mais en même temps, vous l'avez compris, je suis un grand pessimiste. Mais l'idée aussi, c'était que de se dire que on pouvait aussi essayer de comprendre comment ceux qu'on définit comme étant des chapeaux noirs réfléchissent, enfin, la vision aussi qu'on a des autres, quoi. Mm. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il y a de la richesse de partout. Mm. Et ça demande, et ça fait travailler. J'ai j'ai une amie psychothérapeute qui parle souvent de stretching mental. Et en fait, ce stretching mental-là est vraiment intéressant parce qu'en fait, c'est ça qui fait sortir des croyances, c'est ça qui fait sortir des zones de confort, c'est ça qui permet aussi d'ouvrir et d'apprendre des choses nouvelles et de favoriser en fait le changement dans une équipe, dans une organisation, etc. Donc, c'est ça, cette frontière entre justement la dimension individuelle et la Mm. dimension collective. Voilà. C'est un petit peu à cheval. On en parlait tout à l'heure, c'est vrai que cette dimension-là, elle est importante quand même, hein. Finalement, on s'y retrouve souvent. Se poser la question de qu'est-ce que nous on pense, qu'est-ce que nous on ressent, comment on réfléchit, pour après s'ouvrir aux autres, quoi. Mais si cette démarche-là, elle n'est pas faite personnellement, c'est compliqué aussi de s'ouvrir aux autres, de laisser la place aussi à ce que les autres puissent avoir une pensée un peu différente. Mm. C'est moi qui divague là. Du coup, alors, je me suis rendu compte d'un truc en parcourant un petit peu les questions, c'est qu'on n'a pas défini en fait les cérémonies. Est-ce que tu pourrais nous parler brièvement, on va résumer tout ça, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des cérémonies qui sont présentes On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure dans les cérémonies dans Scrum, c'est le PDCA, Mhm. donc Plan, Do, Check, Act. Donc, il y a le plan, ça va être voilà, une réunion, une cérémonie en fait de planification où on se rassemble, on regarde en fait la liste de tous les trucs à faire. Mhm. Et il y a une négociation entre donc, ceux qui sont chargés de faire le bon produit et ceux qui sont chargés de bien faire le produit. Et il y a une discussion pour dire, bon, ben voilà, on a une période de 2 semaines ou 3 semaines qui est fixe et qui est convenue. Ça, c'est propre à chaque projet, hein. Ça, c'est une définition Voilà. qu'on accepte et qu'on décide ensemble, quoi. Plus il y a d'incertitude ou plus il y a de complexité et plus la période doit être courte. Mhm. Vaut mieux se tromper, parce qu'il y a de grandes chances de se tromper. Vaut mieux se tromper et le savoir vite que
mettre en œuvre un cycle d'un mois ou plus. Mhm. D'ailleurs, un mois, c'est le grand maximum. Ouais. Et se rendre compte au bout d'un mois où on a bossé à 5 ou 6 ou 10 dessus, qu'on s'est trompé. Donc, plus il y a d'incertitudes et de complexité, mieux c'est d'avoir des rythmes, des cycles assez courts. Donc, la planification. Donc, celui qui sait quel produit faire, eh bien, vient avec une liste. Mhm. Ceux qui savent bien faire le produit viennent avec une capacité. Ils se disent, bon, bah, nous, on est capable de prendre tout ça à condition que ça soit suffisamment écrit. Bon, bref, il y a une négociation. Et le Scrum Master, il favorise cette négociation, cette compréhension-là. OK, on n'est pas dans un mode client-fournisseur, on est dans un mode, on est ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ouais, mais toi, qu'est-ce que tu peux nous produire comme item qu'on peut réaliser? Parce que là, dans ce que tu nous racontes, ben, c'est vraiment pas assez fin, c'est pas assez prêt, en tout cas, pour qu'on puisse travailler dessus, quoi. Ah, OK, vous avez besoin de quoi pour que ça soit prêt? OK, très bien. Bon, et si vous prenez ça, à quoi on va voir que c'est fini, etc. Donc, il y a une vraie discussion à la fois sur les critères pour embarquer euh, le travail dans la période et voilà, dans le sprint, dans l'itération de l'équipe. Et il y a aussi une négociation sur ben, c'est quoi le fini? À quoi on verra que le truc est fini? Mhm. Donc, il y a des règles qui sont générales. Donc, c'est quoi prêt, c'est quoi fini? Ça, c'est deux piliers importants et qui viennent borner le sprint. Et il y a des négociations ensuite sur chaque item. Voilà. Donc, c'est à l'équipe de s'organiser pour savoir c'est quoi sa capacité. Et c'est au product owner de s'organiser pour avoir la bonne liste la plus prête possible pour les devs. L'un sans l'autre, les uns sans les autres, ils ne peuvent pas travailler. Donc, il y a cette balance-là qui est super intéressante lors de la planification. Ensuite, il y a le do, il y a le sprint. La cérémonie du sprint, en fait, elle est ponctuée tous les jours de ce qu'on appelle un daily scrum. C'est la mêlée quotidienne. Mhm. Voilà, on se prend 15 minutes, tous les devs. Aujourd'hui, maintenant, on accepte les PO. Et ouais, Eh oui. euh, parce que tous ceux qui participent à la fabrication du produit sont considérés comme des développeurs. Le Scrum Master est un développeur. Le PO, le Product Owner, est aussi un développeur. Mhm. Euh, au sens Scrum, dernière version. On est tous des développeurs. Donc, on se réunit tous lors du stand-up meeting. Ça peut être le matin comme l'après-midi, ça dépend. Il y a des équipes qui font ça le Et début d'après-midi. c'est l'équipe qui l'organise. Il y en a qui font le matin, la nuit, le soir, peu importe. Mais l'idée, c'est que ça ne dure pas longtemps et que chacun voilà, dise ben, ce qu'il a fait, ce qu'il va faire, s'il est bloqué. Et ensuite, qu'on regarde si on va avoir des problèmes pour tenir ou pas l'objectif. Mhm. Voilà. Et si on a des problèmes, ben, qu'est-ce qu'on fait pour régler ce problème? Ou comment on négocie la manœuvre? Quelle manœuvre on met en place pour justement ben, atteindre cet objectif du mieux qu'on peut? Voilà, donc ça c'est le do. Après, il y a le check. Le check, c'est la revue de sprint. C'est le moment où l'équipe qui a fabriqué le produit présente le produit au product owner et aux parties prenantes. C'est-à-dire que le product owner, lui, il est le représentant. Il synthétise en fait tous les besoins. Mhm. Okay, les besoins des utilisateurs, des parties prenantes, des clients internes. Enfin voilà. Et donc, on invite en fait les parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes. Ça peut être des clients, mais ça peut être aussi des partenaires dans un SI. Ça peut être les gens qui sont concernés par le produit. On les invite à venir assister à une démonstration du produit et à faire le point sur, ben voilà, on a fait ce petit bout-là de produit euh, par rapport à ce qu'on nous avait donné. Alors, on a réussi à finir tout ça. Ça, on n'a pas réussi à le finir, mais on a fait autrement. Comment c'est pour vous? Et du coup, on présente. Et du coup, on vient collecter du feedback. On vient collecter en fait des retours. Et on vient mettre sous le nez en fait des futurs utilisateurs, des personnes concernées. On vient leur mettre sous le nez le produit afin qu'ils le touchent, qu'ils le voient, qu'ils le manipulent, Mhm. afin qu'ils puissent s'en faire une super idée, la plus précise possible, afin de nourrir des feedbacks et alimenter à nouveau le product owner et l'équipe pour aller de plus en plus près du besoin initial. Voilà. Et c'est parce qu'en fait, quand on dit, tiens, moi j'aimerais bien avoir ça,
OK, bah, je vais fabriquer ça. Au milieu, il y a des parasites, il y a des interférences, il y a des croyances, il y a des suppositions, il y a des interprétations. Et des OK, du blocages coup, aussi. et des blocages. On vient montrer le produit tout de suite pour dire, bon, bah voilà, nous, par rapport à ce qu'on a compris de ce que vous avez demandé, bah, on a fait ça. Ah oui, bah, c'est super, sauf que par contre, ce que j'avais demandé là, vous ne l'avez pas fait, mais par contre, vous avez fait un autre truc que je n'avais pas demandé et qui est super. Mhm. OK? Et donc, c'est ce feedback-là qui est un petit peu orchestré par le Product Owner, soutenu par le Scrum Master, pour favoriser l'émergence de retours, d'expériences, de feedback. Et construire à nouveau la confiance, favoriser l'auto-organisation. La euh, transparence. et bah, c'est de la transparence, en fait, Ouais. ça. Ça vient favoriser la performance aussi. Et du coup, donc là, ça, c'est la revue. Et la revue, elle se déroule généralement une fois que les sprints est passé. Donc, on a déterminé, admettons, un sprint de deux Et semaines. l'avant-dernière cérémonie du sprint. Ouais. euh, et une fois que la revue est passée, la revue de sprint est passée, on passe à la rétrospective de sprint, qui est plutôt Ouais. un moment interne de l'équipe avec elle-même, pour discuter, bon, bah, OK, on a produit ça, comment on a fonctionné? On vient inspecter, on vient plus inspecter le produit, on vient inspecter notre manière de s'organiser. OK, on vient inspecter notre auto-organisation. Est-ce que notre environnement de travail est bien? Est-ce que les relations sont bien? Est-ce qu'il y a des problèmes? Qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait? Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre? Voilà. Sur la manière de fonctionner de l'équipe et pas sur ce qu'elle produit. D'accord? Ce n'est pas le produit qui est vraiment regardé de près. Là, c'est la manière de produire le produit. Comment on a Voilà, réfléchi, par quoi on est passé, les problèmes, les blocages. c'est Revenir un petit ça. peu sur ce qui s'est passé sur le sprint, quoi. Voilà, ça c'est le ACT, Mhm. Plan to Check Act. Bon, OK, on a appris ça sur ce sprint-là et on va mettre en œuvre une réunion pour justement définir un plan d'action et s'améliorer en continu. Dans l'agilité, c'est l'amélioration continue aussi. C'est, ben voilà, on apprend tout le temps sur ce qu'il faut faire et comment on le fait aussi. Très bonne définition. La Voilà. rétrospective, la fameuse. C'est là où Voilà. on a des coups de gueule à faire passer. Le Scrum Master doit favoriser en tout cas une communication la plus totale. C'est vraiment à cet endroit-là en fait que ça se Mhm. passe. Et le rôle du Scrum Master, avant tout, et on a pu le vivre ensemble, c'est de créer un cadre de sécurité. Vous allez en Euh, parler. et quand il n'y a pas le cadre de sécurité, ça a l'air débile hein, de se dire, tiens, on se sent en sécurité quand on parle. Et en fait, parfois, c'est rare, mais pas si souvent. Mais enfin, c'est pas si rare que ça, en fait. Le cadre de sécurité, c'est vraiment une condition nécessaire à l'expression de la parole. Oui. S'il n'y a pas d'expression de parole, il n'y a pas de transparence. S'il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de confiance. S'il n'y a pas de confiance, il y a des conflits. S'il y a des conflits, eh ben, c'est le cercle vicieux, quoi. Donc, le Scrum Master, en tant que gardien du temple et de la bonne appropriation en fait, du cadre, il a besoin de créer en fait tout ce, voilà, toute cette ambiance, ce climat en fait de relation. Et c'est le rôle du Scrum Master de créer le climat de sécurité. Alors, il y a des techniques aussi pour ça. Et, euh, et, et quand les règles de sécurité ne sont pas présentes, eh ben, c'est Mhm. assez marrant ce qui peut se passer parce qu'on arrête tout. On dit, oula, on n'est pas en sécurité. Là, on arrête tout ce qu'on fait. Puisque la sécurité est un besoin primaire. Chacun doit se sentir respecté et en sécurité dans son intégrité, dans son identité. Quand ce n'est pas le cas, ça justifie un arrêt total de toutes les opérations, quoi. Et du coup, on fait Alors, quoi? Si on arrête tout? Si on casse tout, là, qu'est-ce qu'on fait là? On arrête tout. moi, j'ai une technique un peu barbare, hein, c'est on ferme les portes et on Mhm. sort tant que c'est pas réglé, tant qu'on n'a pas une idée, tant que c'est pas, Donc, on n'a pas réussi à mettre des mots sur ce qui se passe, quoi. tant que ça n'a pas été exprimé, Mhm. tant qu'on n'est pas en sécurité, on ne sort pas. Ok. Voilà. Et Donc, bah, ça me rappelle que ça me rappelle quelque chose, effectivement. Merci de ne pas le mentionner. Je plaisante, ça hein. marche avec les enfants aussi, ça. Ça marche Oui. avec. Ouais. Bah, disons que, en fait, moi, ce que j'ai bien aimé dans cette cérémonie-là, donc la rétrospective, hein, la rétro, c'est qu'on avait un espace aussi où on pouvait exprimer, justement, se dire les choses. Au début, c'était compliqué.
Au début, on sentait bien qu'on allait atteindre certaines personnes, on sentait bien que ça allait peut-être être mal interprété, et que bon, des fois, il y a des personnes qui sont pas nécessairement, en tout cas sur le moment, ouvertes à entendre ou prêtes à entendre ce qu'on a à dire. Ouais. Euh,